C'est bon? Oui, tout à fait. Merci. Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir, chers membres du public qui venaient pour ce soir à un mardi des Bernardins sur le thème entreprise et décentralisation. Le modèle cistercien est-il d'actualité? Bienvenue aussi à tous les spectateurs de KTO, car je le dis pour la salle, si vous avez l'impression d'un petit formalisme en début de réunion, en début de séance ce soir, c'est parce que dans 1 heure environ, l'ensemble de cette séance sera diffusée sur la télévision catholique et donc nous sommes amenés à subir ou à vivre, disons, les contraintes de la télévision. Cette soirée se déroulera en fait en 2 temps. Un temps de 52 minutes très chronométré, très précis, selon les contraintes de la régie et de la télévision. Et ensuite, un temps, alors ce premier temps va se dérouler essentiellement entre les intervenants, et ensuite un temps plus interactif dans lequel nous vous donnerons la parole et dans lequel nous pourrons interagir librement au niveau de l'ensemble de ce plateau. Ce soir, pour parler de cette question entreprise et décentralisation, j'oserais presque dire entreprise et organisation aussi, pour le situer dans un contexte plus général, 3 invités de marque qui nous ont fait le plaisir de venir nous voir au mardi des Bernardins ce soir. Tout d'abord, le père Armand Veilleux de l'ordre cistercien, trappiste. Alors, je vais le présenter assez longuement, mais aujourd'hui, sa responsabilité est d'être le père abbé de l'abbaye de Scourmont en Belgique, bien connu sous le nom de Chimay, pour les raisons qu'il nous dira tout à l'heure. Le père Scourmont a une longue expérience et aujourd'hui, au-delà de son expérience directe de père abbé, il est en plus à la tête d'une manière indirecte, en quelque sorte, d'une entreprise à caractère économique et donc il nous aura beaucoup de choses très intéressantes à nous dire. À côté de lui, Bertrand Collomb, qui est le président d'honneur, à l'autre bout, qui est le président d'honneur de Lafarge, qui a déroulé une longue carrière d'entrepreneur et d'homme d'entreprise. Et enfin, entre les deux, pour venir être en contrepoint, en quelque sorte, avec ces 2 hommes de grande expérience, Vincent Pinault, qui est jeune cadre dans une unité de production industrielle et qui viendra, par effet miroir, les interpeller. Je me permets de prendre quelques instants de plus pour présenter nos 2 premiers intervenants. Dont Armand Veilleux a commencé sa vie dans la vie religieuse au Canada français en 1955. C'est donc après une 50aine d'années dans la vie religieuse que nous le rencontrons ce soir. Il fut tour à tour abbé d'un monastère canadien, il fut abbé d'un monastère américain près d'Atlanta. C'est notamment à cette occasion-là qu'il a développé sa fibre gauchiste, c'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi, en participant à certaines réunions à Bogota où il a beaucoup fréquenté les théologiens de la libération. Et puis il est devenu assistant général de son ordre, ce qui signifie qu'il était le principal bras droit du supérieur général de son ordre, étant en particulier en charge de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, et ayant dû, notamment en tant que responsable de la zone Afrique, accompagner le drame, lui-même étant en responsabilité, le drame des moines de Tibérine. Et puis, plus tard, il est redevenu opérationnel, comme on dit dans les entreprises, et donc il est devenu abbé de Scourmont, qui est une abbaye mieux connue sous le nom de Chimay, qui a autour d'elle plusieurs abbayes-filles qui en dépendent, 7 je crois, et une espèce de portefeuille d'activité économique qu'il nous expliquera tout à l'heure. Avec lui pour débattre, Bertrand Collomb.
Bertrand Collomb est un peu le haut représentant de l'aristocratie d'entreprise française. Aristocratie non pas au sens de la famille d'origine, mais aristocratie au sens de la méritocratie française, passée par l'école polytechnique, puis par le corps des mines, licencié en droit, ayant fait un doctorat aux États-Unis. Il a travaillé d'abord dans quelques cabinets ministériels, il a été enseignant-chercheur à l'école polytechnique, et puis pendant 30 ans, il a développé sa carrière d'industriel chez Lafarge, donc dans des métiers très industriels, très rudes d'une certaine manière, jusqu'à en devenir le président-directeur général en 1989 et avoir abandonné définitivement les rênes de la présidence en 2007. C'est en particulier Bertrand Collomb qui est l'auteur admiré de l'extraordinaire internationalisation de Lafarge, qui aujourd'hui est à 90% située dans d'autres pays que la France. Sachant qu'à côté de son activité d'industriel, il a toujours gardé une activité dans la cité extrêmement active, puisqu'il a été le président de l'Institut de l'entreprise, le président de l'Institut français des relations internationales, le président du conseil d'orientation de Paris Tech. Il est depuis 2002 membre de l'Institut en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et il s'est par ailleurs beaucoup intéressé aux questions d'éducation, ce qui a fait que nous nous sommes rencontrés à quelques reprises. Par ailleurs, Bertrand Collomb fait partie des patrons français qui ne cachent pas leur caractère catholique et qui, à partir de cette porte d'entrée, interpellent parfois notre Église à partir du vécu de quelqu'un qui est dans la société et directement dans la société. Ce sont donc nos deux grands invités, interpellés ensuite par Vincent, qui vont se présenter à nous ce soir. Et j'ai le plaisir de donner d'abord la parole à Don Armand, qui va nous dire pourquoi aujourd'hui, en réfléchissant à l'entreprise et à la décentralisation, le modèle cistercien peut être encore d'actualité. Merci. Bonsoir. Vous comprendrez que c'est une joie et aussi un honneur pour un cistercien d'aujourd'hui de prendre la parole dans ce collège bernardin où se sont formées des générations de cisterciens et de pouvoir y parler de la tradition cistercienne, puisque c'est de cela dont je parlerai essentiellement. Saint Benoît, le père des moines d'Occident, avait écrit une règle pour les moines d'un monastère. Et il n'avait prévu aucun lien entre les monastères qui pourraient suivre cette règle ou s'en inspirer. Quelques siècles après, et presque 2 siècles avant Cîteaux, il y a eu la réforme de Cluny, une grande réforme spirituelle qui s'insérait dans le premier âge de la société féodale et qui avait opéré un important regroupement d'abbayes, mais dans la ligne d'une centralisation très forte qui enlevait toute autonomie aux abbayes locales, une chose qui était très importante dans le monachisme bénédictin. Cîteaux, né presque 2 siècles plus tard, durant le grand mouvement de renouveau spirituel connu sous le nom de Réforme grégorienne, fut le premier ordre monastique à trouver un équilibre, et un très bel équilibre, entre d'une part l'autonomie totale, complète de chaque abbaye, et leur regroupement dans une grande communauté de communautés, appelée un ordre, reliés entre elles par des liens de charité, mais des liens de charité qui s'incarnaient dans des structures bien précises qui sont décrites dans le document de base de cette grande réforme qu'on appelle la charte de charité, la Carta Caritatis. Le nom lui-même est tout un programme. Cette Carta Caritatis est tendue tout spécialement au génie législatif d'un des 3 fondateurs, Étienne Harding, un Anglais. Il n'est pas surprenant qu'elle ait influencé, un peu plus d'1 siècle plus tard, la Carta Magna anglaise, qui elle-même, comme on le sait, influença à son tour, au moins indirectement, toutes les formes de parlement et de démocratie en Europe et ailleurs dans le monde. Et cette Carta Caritatis de Cîteaux pourrait sans doute servir aussi, encore aujourd'hui, d'inspiration à tous ceux qui cherchent des structures adaptées, par exemple pour une Europe nouvelle, encore en voie de gestation. Et elle peut certainement aussi offrir quelques suggestions aux dirigeants d'entreprises qui cherchent un équilibre
entre autonomie de gestion des unités de production et communion dans le partage des mêmes valeurs et de la même philosophie. Je vais essayer, en quelques mots, de vous présenter de façon synthétique le modèle cistercien de relation entre les abbayes, laissant à M. Colomb et à M. Pinault le soin de nous dire comment ce modèle pourrait servir encore d'inspiration aux sociétés modernes. La vie cistercienne est essentiellement cénobitique. Et pour Saint Benoît, le cénobite, c'est quelqu'un qui vit en communauté, premier élément, sous une règle commune, deuxième élément, et sous un abbé qui est responsable de la qualité de communion entre les frères. Et les premiers cisterciens ont compris la relation entre les abbayes au sein de l'ordre exactement de la même façon. Dans l'ordre tel qu'ils l'ont conçu, il n'y a aucune autorité personnelle au-dessus de la communauté locale et de son abbé. Mais il y a une autorité collégiale, celle du chapitre général, qui est la réunion des abbés de toutes les communautés de l'ordre, chacun exerçant alors, en communion avec tous les autres, une responsabilité pastorale, collégiale, collective sur l'ensemble des monastères. Et lorsqu'une communauté en fonde une autre, elle lui transmet son esprit et sa vie. Elle devient donc la maison mère, dans le sens qu'elle engendre une autre communauté. Elle donne la vie à une autre communauté. Et l'abbé de la maison mère est appelé, dans notre jargon médiéval, le pater immediatus, le père immédiat. Les liens spéciaux qui s'établissent entre une communauté fondatrice et les communautés de sa filiation s'expriment alors à travers la responsabilité de ce père immédiat de veiller pastoralement sur les besoins de sa maison-fille, tant au spirituel qu'au matériel. Il a cette responsabilité sans avoir aucun pouvoir d'intervention dans la gestion interne de la communauté. Il y a une autorité sans pouvoir et un refus du pouvoir. Spirituellement, ce système a permis à chaque communauté et aussi à chacune des grandes filiations de Cîteaux, donc il y en a eu 4 au point de départ, les 4 premières fondations, La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimont, a permis à chacune de développer sa personnalité propre, tout en s'entraidant en beaucoup de domaines, y compris à travers l'exercice de la correction fraternelle au moment des chapitres généraux. C'est un des rôles des chapitres aussi. Cette grande autonomie a permis à l'abbé d'un monastère individuel, par exemple Saint-Bernard, d'avoir une influence prépondérante sur tout l'ordre, sans avoir aucune autorité juridique en dehors de sa communauté, ou en tout cas de sa filiation. Et plus tard, aux époques de moindre ferveur et aux époques de décadence, puisqu'il y en a, l'autonomie dont jouissait chaque maison a permis à de grands abbés de réformer leurs propres abbayes au moment où l'ordre, le grand corps de l'ordre ne pouvait pas le faire, et de partager ce vent de réforme avec d'autres abbayes à l'intérieur de congrégations qui naissaient alors. Par exemple, sans cette autonomie de chacune des maisons, un abbé de Rancé n'aurait pas pu réaliser sa réforme à la trappe. Par ailleurs, le caractère collégial de l'ordre a permis à cette réforme ou à d'autres réformes semblables de se communiquer ensuite à une grande partie de l'ordre et parfois à tout l'ordre. Si on passe au domaine intellectuel, également ce système a eu des avantages, et sans doute parfois aussi des inconvénients, comme tout système. La première expansion de l'ordre de Cîteaux coïncida avec les débuts de la scolastique, que malheureusement les moines ont boudé. Bernard et ses compagnons, ainsi que les foules d'étudiants que Bernard arrachait à l'université pour les emmener au monastère, pouvaient tourner le dos à la science théologique pour se donner tout entier à la mystique parce qu'ils avaient déjà reçu, avant leur entrée au monastère, une excellente formation intellectuelle, formation humaine générale. Mais ce ne fut pas le cas des générations qui ont suivi immédiatement. Et aussi, environ un siècle plus tard, on pouvait constater au niveau de l'ensemble de l'ordre un manque criant
de formation intellectuelle et théologique nécessaires pour supporter et nourrir la vie spirituelle. L'ordre, dans son ensemble, ne pouvait réagir, la grande majorité des abbés étant issus de ce système, mais alors l'autonomie des monastères permit à des abbés locaux, à la tête d'une importante filiation, Clairvaux par exemple, de réagir, et ce fut l'origine de ce splendide collège des Bernardins où nous sommes actuellement réunis. C'est pourquoi je prends cela comme un des exemples. Le chapitre général ne voyait pas d'un très bon œil la fondation d'un collège dans la grande ville de Paris, auprès de l'université. Mais il était difficile d'empêcher le très ardent Étienne de Lexington, un autre Anglais, devenu abbé de Clairvaux, après avoir été abbé de Stanley en Angleterre, puis de Savigny, La Trappe, ensuite deviendra La Trappe, de le faire, d'autant plus qu'il avait l'appui du pape Innocent IV et que le pape faisait pression sur le chapitre général. Par la suite, ce mouvement, venu d'un monastère, se généralisa et d'autres collèges furent fondés auprès d'autres universités, Montpellier, Toulouse, Würzburg, Cologne et le reste. Et le chapitre général établit même une législation obligeant chaque communauté à envoyer quelques étudiants à ces collèges. Par ailleurs, lorsque la conduite des étudiants ne fut pas totalement édifiante, parfois ça arrive, le chapitre général sut prendre les mesures punitives nécessaires contre les délinquants. Ce n'est là qu'un exemple, entre beaucoup d'autres qu'on aurait pu choisir, de la façon dont l'ordre tout entier sait assumer une expérience qui vient d'un monastère ou d'un abbé local, qu'il peut faire à cause de l'autonomie qui existe. Mais le chapitre peut aussi intervenir par la suite par une législation appropriée pour orienter cette expérience, empêcher les dérapages ou les corriger lorsqu'ils se produisent. Dans le domaine matériel, cet équilibre entre autonomie locale et une vision commune a permis au monastère de l'Ordre, tout au long de son histoire, depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours, de donner des réponses fort différentes à des situations changeantes, tout en conservant une même orientation et, au besoin, une entraide efficace. L'Ordre s'est développé rapidement au XIIe siècle dans un contexte social et économique qui était alors en pleine évolution. C'était le deuxième âge féodal, une époque de grande croissance démographique s'accompagnant d'une mutation de l'agriculture, de la déforestation de parties importantes de l'Europe et d'une urbanisation croissante. L'Ordre s'est intégré dans ce mouvement et l'a influencé grandement. Les vocations s'étant multipliées rapidement, il fallut, pour nourrir de grandes communautés, acquérir des propriétés étendues. Les cisterciens eurent ainsi un rôle important dans la reconfiguration de la propriété terrienne en Europe. Mais ce rôle fut très différent d'un pays à l'autre. La situation des cisterciens dans l'Italie méridionale ou en Bourgogne était très différente de celle des fondations d'Espagne ou des îles britanniques. Les chapitres généraux n'intervenaient jamais pour déterminer la façon dont chaque communauté devait se débrouiller pour gagner sa vie, soit par l'élevage de troupeaux dans le sud, soit par la plantation de vignes en Bourgogne, bien sûr, ou encore par l'élevage des moutons dans les pays britanniques, les îles britanniques. Mais le chapitre intervenait constamment pour mettre en garde les communautés contre les dangers toujours réels de dévier de l'intuition primitive, de la simplicité et de la pauvreté, empêcher les communautés de s'enrichir en pratiquant la pauvreté, ou encore de contracter des dettes trop importantes, comme c'était le cas fréquemment dans les monastères d'Irlande. Qu'en est-il de nos jours? Comment les cisterciens vivent-ils cette tradition reçue de leurs ancêtres? Il faut tout d'abord rappeler que la grande famille cistercienne se compose aujourd'hui de deux grandes branches principales. Celle qui s'appelait jusqu'à tout récemment l'Ordre de la Commune Observance, ou le Saint-Ordre de Cîteaux, et qui préfère maintenant s'appeler tout simplement l'Ordre de Cîteaux, et l'Ordre cistercien de la stricte observance, appelé Trappiste souvent.
Et la famille cistercienne comporte aussi d'autres rameaux, comme les Bernardines d'Ekerm, les Bernardines d'Oudenarde en Hollande, les pays flamands, ou encore celles de Las Huelgas en Espagne, et quelques autres monastères qui n'appartiennent à aucune congrégation ou ordre, tout en étant authentiquement cisterciens. Bien qu'il y ait eu à certaines époques des tensions entre ces divers groupes, de nos jours, il y a un désir très fort de communier dans la même grâce cistercienne, tout en reconnaissant la légitimité et la richesse des différences, parfois très grandes, qui sont issues en général de circonstances historiques différentes. Et c'est là aussi une autre expression de la diversité dans l'unité ou d'unité dans la diversité. Par exemple, en 1998, lors du 9e centenaire de Cîteaux, toutes ces branches se retrouvèrent ensemble pour une grande synaxe à l'abbaye de Cîteaux et rédigèrent, à l'intention de tous les moines et moniales de l'ordre, un message commun. Ceci dit, je ne puis évidemment parler en connaissance de cause que de mon ordre, qui est l'ordre des cisterciens de la stricte observance ou trappiste. Comme je l'ai dit plus haut, c'est l'autonomie des maisons locales qui a permis à un Armand Jean Le Boutillier de Rancé d'opérer la réforme de sa maison, à une époque où une réforme était nécessaire à tout l'ordre, mais où l'ensemble de l'ordre n'avait plus la capacité de le faire, mais dont profita l'ordre tout entier. Plus tard, c'est cette même autonomie qui permit à un Augustin de Lestrange de quitter la trappe au moment de la Révolution, de s'embarquer avec une poignée de moines pour une odyssée qui les porta en Suisse, en Russie et en Amérique, et semer des fondations tout au long de cette odyssée à travers l'Europe et l'Amérique, pour revenir ensuite en France, après la Révolution, et y rétablir la vie cistercienne. Plus tard, à l'invitation de Pie XII d'envoyer des moines et des moniales fondés au tiers-monde, l'ordre, dans son ensemble, réagit avec enthousiasme. Mais, comme toujours, chaque fondation est faite par une communauté déterminée. L'ordre ne fait jamais de fondation. C'est une communauté qui donne naissance à une autre communauté. Mais pour qu'une communauté soit reconnue comme authentiquement cistercienne, elle doit être approuvée par le chapitre général. Quel est le sens de cette approbation? Le sens de cette approbation, c'est d'une part de reconnaître que la communauté fondatrice est capable de faire cette fondation, de transmettre le charisme, mais en même temps, toutes les communautés s'engagent à assumer le soin d'aider cette communauté si un jour ou l'autre elle a besoin, soit en personnel, soit économiquement, et que la maison fondatrice ne peut pas y répondre. Je laisse de côté un certain nombre d'autres expressions de cette communion dans le respect de l'autonomie locale, par exemple dans le domaine de la formation, dans le domaine de la gestion matérielle. Nous pourrons y revenir durant l'échange. Un autre aspect important est le fait que notre ordre est composé d'un grand nombre de monastères de moines et de monastères de moniales qui forment un seul ordre, tout en respectant les différences et les besoins propres à chaque groupe, ayant donc deux chapitres généraux interdépendants, mais se réunissant ensemble comme une seule assemblée commune. Permettez-moi de conclure simplement que cette complémentarité entre autonomie et communion est un élément essentiel du patrimoine cistercien. Et nous, les cisterciens, sommes très heureux si ce modèle peut, d'une façon ou de l'autre, inspirer des expériences semblables aussi bien dans l'Église que dans la société en général. Merci. Merci beaucoup, Père Armand, de cet exposé très vaste de l'histoire de l'ordre, où en particulier vous avez souligné combien cette grande autonomie laissée à chacun des monastères avait à la fois su créer de l'innovation et créer en même temps de la diffusion à large échelle, tout en laissant chacun extrêmement responsable de son destin et de celui de ses filles. Vous qui avez été responsable d'une très grande entreprise mondiale, Bertrand Collomb, est-ce que ce qui vient d'être dit est quelque chose qui peut se
transformer dans une entreprise forcément très organisée, très structurée comme Lafarge, ou bien est-ce que nous sommes dans quelque chose qui, par définition, ne peut être réservé qu'à de saints hommes, des femmes, bien sûr? Alors, le très bel exposé du père Armand met donc en évidence cet équilibre entre notre autonomie et communion qui a été réalisé par l'ordre cistercien. Ce principe d'autonomie, d'ailleurs, nous fait penser au principe de subsidiarité que l'Église a toujours mis en avant pour demander que les décisions soient prises au niveau le plus près du terrain possible. Ce principe, c'est aussi un principe classique du management. L'idée est bien sûr que non seulement la décision bénéficiera des meilleures informations, puisqu'elle sera prise plus près des faits, mais que chacun pourra ainsi exercer sa capacité d'initiative et donner le meilleur de lui-même. Les entreprises ont donc assez naturellement aussi ce souci de décentraliser la décision. Mais elles le balancent avec celui d'assurer la cohérence et la meilleure efficacité des décisions locales. À cette complémentarité cistercienne décrite par le père Armand entre forte autonomie et communion correspond dans l'entreprise moderne et en particulier dans l'entreprise internationale, disons l'équilibre entre le local et le global. Et je veux dire que cet équilibre s'est déplacé avec le temps. Si je prends l'exemple de Lafarge, évidemment c'est l'entreprise que je connais le mieux, elle a des activités très locales, mais localisées dans de très nombreux pays. Le ciment et le béton sont des métiers locaux avec des produits qui ne se transportent guère, en tout cas pas très loin, des habitudes de construction et des mentalités des clients elles-mêmes aussi très locales. Les décisions doivent donc naturellement être prises localement sur le terrain. Fixer à Paris le prix ou les conditions de vente du béton à Toronto n'aurait pas beaucoup de sens. Et le succès de l'entreprise dépend de ces décisions locales et évidemment de la qualité de ceux qui les prennent. Et c'est pour ça que quand Olivier Le Serre avait introduit dans nos principes d'action dès 1975 le principe « ce sont les hommes qui font la différence », il traduisait pas seulement un choix philosophique, il traduisait aussi une réalité du métier. Et de fait, quand je suis rentré en 1975 chez Lafarge, l'entreprise avait été organisée par McKinsey quelques années auparavant, selon une organisation très décentralisée. Chaque unité qui correspondait à un pays était pratiquement autosuffisante et même en matière financière, elle pouvait à peu près disposer du cash qu'elle générait. Je veux dire qu'assez rapidement, le développement du groupe a montré les limites de cette organisation qui conduisait à un émiettement du savoir-faire. Or, si on réfléchit aux raisons du succès d'une grande entreprise internationale, c'est, malgré les inévitables lourdeurs entraînées par sa taille, sa capacité à générer et à utiliser un savoir-faire supérieur à celui de ses concurrents. Or, l'expérience de l'entreprise, peut-être à la différence de l'expérience des cisterciens, mais j'y reviendrai, montre que ce transfert et cet échange entre unités autonomes n'est absolument pas spontané. Vous avez le refus du not invented here, vous avez le désir d'autres de réinventer la roue, et les unités autonomes utilisent généralement assez mal la force du groupe, sauf si une organisation spécifique est mise en place. D'autre part, il y a un certain nombre de tâches banalisées pour lesquelles les effets d'échelle sont de plus en plus importants, et il est donc plus efficace de les regrouper et de créer des services partagés entre plusieurs unités. Mais dès lors que vous faites ça, l'efficacité nécessite une standardisation extrêmement rigoureuse des pratiques et des procédés. Alors finalement, en quelques années, chez Lafarge, en 10-15 ans, on a trouvé un nouvel équilibre, où les patrons locaux doivent accepter qu'ils sont vraiment responsables, en étant autonomes dans la prise de beaucoup de décisions locales, mais sans avoir la totalité des instruments qui naguère allaient avec l'autonomie, et en respectant beaucoup plus de politiques ou de règles communes gérées par des services fonctionnels de plus en plus forts. Et en matière financière, l'idée qu'une unité n'est pas propriétaire de son cash, ainsi que la gestion centralisée des trésoreries, sont devenues des évidences absolues. Alors cette évolution, j'ai connue chez Lafarge, mais elle s'est faite dans toutes les entreprises, avec encore plus d'interdépendance dans les entreprises où les produits étaient plus globaux que chez nous.
Je me rappelle que je parlais un jour avec mon fils qui travaille dans une entreprise de produits de télécommunications. J'ai été très surpris de découvrir qu'il était responsable d'un centre de profit sur des produits dont ni la production ni la vente ne dépendaient de lui. On est là dans un niveau d'interdépendance encore plus loin de l'autonomie des abbayes. Il y a donc apparemment un contraste assez grand avec le modèle cistercien. Mais malgré tout, la logique à l'œuvre dans les deux modèles est la même. Le père Veilleux nous a bien dit que tous les monastères tiraient parti des expériences et des innovations de chacun, comme par exemple cette initiative des Bernardins, et que l'ordre intervenait par une législation appropriée pour empêcher les dérives ou pour les corriger. C'est donc bien le même processus que l'on veut mettre en œuvre dans l'entreprise. Mais dans le système cistercien, où les unités sont autonomes pour tirer parti librement de leur expérience mutuelle, il faut du temps, et sans doute aussi de la vertu. Et la dimension temps, évidemment, n'est pas la même pour un ordre religieux qui contemple l'éternité des siècles et pour l'entreprise. Et il est assez symptomatique à cet égard que le chapitre général, la direction générale de l'entreprise, se réunissent chez les cisterciens seulement une fois tous les 3 ans. Les cisterciens ne sont à l'évidence pas soumis à la publication des résultats trimestriels. Mais, d'un autre côté, les cisterciens ont été capables que des réformes partent de monastères particuliers. J'avoue que je ne vois pas très bien dans l'entreprise une unité, dans un pays quelconque, décidant de réformer ou proposant une pratique qui réformerait l'ensemble du groupe international et de l'entreprise. Alors, sur le plan stratégique, la règle cistercienne laisse à des monastères la liberté de lancer des activités nouvelles, pourvu qu'ils ne s'endettent pas exagérément, nous a dit tout de même le père Armand. C'était un peu ça dans la fin des années 70, où, je me rappelle, j'étais responsable de l'unité cimentière française, qui à l'époque avait beaucoup de cash, et un marché cimentier en baisse, qui donc ne savait pas très bien comment utiliser son cash. Eh bien, j'ai pu, sans grand contrôle du centre, qui était quand même au courant, bien sûr, me lancer dans une activité nouvelle, l'activité des mortiers. Maintenant, ça ne serait plus possible. Une telle décision devrait passer le crible des plans stratégiques globaux et, de plus, vaincre la réticence des marchés devant tout écart en dehors du cœur de business. Alors finalement, l'entreprise et ses collaborateurs, elles aimeraient bien suivre les principes de grande liberté et de correction fraternelle a posteriori qui, de façon évidente, laissent à chacun plus d'initiative. Mais les besoins de l'efficacité et les contraintes d'optimisation rapide l'obligent à trouver un autre équilibre. Mais il est quand même toujours essentiel de conserver des plages d'initiative et d'autonomie, car si toutes les unités, tous les collaborateurs se bornent à suivre les pratiques existantes, il n'y aura jamais d'innovation. Donc l'innovation est liée tout de même à une certaine autonomie quelque part. Et il est aussi très important de ne pas oublier que ce sont des raisons d'efficacité et non pas une sacralisation des règles qui conduisent aux obligations de règles communes et parfois de centralisation. Et qu'on doit toujours se poser des questions sur la nécessité de la règle ou sur l'opportunité de la centralisation, que la décentralisation est, disons, le mode le plus naturel s'il n'y a pas vraiment de besoin de centralisation. Alors si j'ai encore un peu de temps, j'ajouterai pour terminer une observation sur le mode d'exercice de l'autorité. Dans l'ordre de Cîteaux, l'autorité est personnelle dans chaque monastère, avec un abbé doté de pouvoirs forts, mais elle est collégiale au niveau de l'ordre. Alors dans l'entreprise, la médiatisation du patron donne l'impression d'une forte concentration de l'autorité au sommet. Mais en fait, en tout cas dans les entreprises bien gérées, l'autorité est beaucoup plus collégiale qu'il n'y paraît. C'est mon expérience de la Forge, où aucune de mes décisions n'a été prise sans être soutenue par le chapitre général, par la direction générale ou le comité exécutif du groupe. Et les visites du périmédiat dans les abbayes filles, où l'abbé de l'abbaye mère était reçu avec les honneurs dus à son rang, avec toute liberté de donner son avis ou de faire des remarques sur ce qu'il voyait ou entendait, mais sans possibilité de donner des instructions, m'a fait beaucoup penser à mes propres visites dans les unités du groupe. Ces visites étaient bien sûr essentielles pour moi,
à la fois pour garder le contact avec la réalité et pour faire connaître dans le groupe la direction générale et ses idées. Mais il me fallait bien sûr respecter l'organisation et les décisions prises par les échelons responsables. D'où la nécessité de ne pas donner d'instructions directes, même si je ne m'interdisais pas d'exprimer satisfaction ou plus rarement mécontentement. Encore un point où les sages réflexions des disciples de Saint Benoît avaient anticipé sur les problèmes du management. Merci beaucoup Bertrand Collomb de cette mise à distance en quelque sorte et de cette mise en écho, avec en particulier ce dernier point paradoxal d'une certaine manière de l'exercice personnel de l'autorité mis sous le regard collégial ou au contraire de l'exercice nécessairement collégial de l'autorité, quoi qu'en disent les médias, étant donné que la complexité des problèmes d'une grande organisation nécessite une prise de décision très collective. Avant de donner la parole à Vincent Pinault, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, dans ce rapprochement et cette mise en lumière des deux organisations l'une par rapport à l'autre, est-ce qu'on pourrait revenir un peu fondamentalement à ce qu'est la mission de l'entreprise d'une part, du monastère d'autre part. Car on peut imaginer que la manière ensuite d'organiser au niveau mondial, soit le réseau de monastères, soit l'entreprise dans sa dimension mondiale, va dépendre fondamentalement de la mission intime de l'organisation. Qu'est-ce que c'est la mission intime d'une entreprise comme la vôtre, Bertrand Collomb ? Alors, la mission d'entreprise, ça a toujours été de créer des richesses, on dit maintenant de créer de la valeur, c'est-à-dire d'être l'artisan d'une certaine efficacité économique et de le faire dans un domaine où elle a cette capacité d'être efficace. C'est ça la mission de l'entreprise. Ensuite, elle s'exerce dans des conditions différentes selon les entreprises, mais c'est la mission commune de l'entreprise. Père Armand ? C'est très difficile de dire qu'est-ce qui est la mission de monastère. Il n'y a pas une mission extérieure. Il existe pour permettre à un groupe d'hommes de se réunir, ou un groupe d'hommes ou de femmes, et de communier ensemble dans leur vie chrétienne selon une voie déterminée. Alors, ce qui est au cœur de cette vie, c'est la communion. Mais alors, communion chrétienne dans toutes ses dimensions, et c'est pourquoi elle est autant externe qu'interne. La communion doit se vivre à tous les niveaux ou bien elle n'existe pas. C'est d'abord la communion avec Dieu dans une prière contemplative, ce que chaque moine essaie de faire tout au long de sa vie. Cette communion-là n'est pas authentique si elle ne s'incarne pas dans une communion avec ceux avec qui on vit, avec des frères ou avec des sœurs. Et cette communion au cœur d'une communauté ne serait pas chrétienne si elle était refermée sur elle-même. Et donc, c'est donc aussi une communion avec l'ensemble de l'Église et avec l'ensemble de la société. Et on pourra aller plus loin aussi avec l'ensemble du cosmos. Et donc, la dimension écologique aussi fait partie. Donc, le but, c'est communion, vécue à tous les niveaux. Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, en mettant en lumière ces deux missions, assez différentes quand même, avec ce que vous avez raconté, des différences d'organisation de vos deux structures, pardon de prendre ce mot, que d'une certaine manière, chaque structure est cohérente avec elle-même, que la structure économique qui recherche la création de valeur avec efficacité a dû bâtir au niveau international des processus dont l'efficacité, étant partagée et étant standardisée au niveau international, amène justement une part de cette efficacité, alors que, en ce qui concerne l'ordre monastique, l'objectif de l'organisation étant avant tout la communion avec Dieu et la communion incarnée dans la communion avec ses frères, et bien finalement c'est cette forme de communion et de charte de charité qui va constituer le socle international de votre organisation pour être aligné par rapport à votre mission. Je pense que d'une certaine manière, vos deux formes d'organisation sont très alignées. J'ai fait exprès dans la définition de la mission de ne pas faire apparaître les hommes, parce que finalement, l'entreprise réunit des hommes, mais elle les réunit dans un objectif qui n'est pas effectivement le même, qui est justement l'efficacité. Alors c'est vrai que une abbaye, j'imagine, peut faire un très gros échec sur le plan de ses activités, avoir des problèmes dans sa vie matérielle. Ça compromet indirectement l'objectif de communion, puisque ça ne permet pas aux gens de vivre mais c'est quand même pas de même nature
que si, à l'intérieur de l'entreprise, l'organisation ne permet pas l'efficacité. J'ai connu une entreprise, je ne citerai pas son nom, qui était une entreprise extraordinaire en termes de, je n'oserais pas dire de communion, mais disons de relation entre les hommes. Il y avait même quelques femmes sans doute. C'est entre le management, les syndicats, les ouvriers, etc. C'était formidable. Le seul problème, c'est que ils fabriquaient pas les produits qu'il fallait ou ils se préoccupaient pas trop des clients. Résultat, ils allaient joyeusement en accord parfait dans le mur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il faut toujours faire très attention quand on parle de l'entreprise communauté humaine. L'entreprise est bien sûr aussi une communauté humaine, et je serai le dernier à ne pas considérer que c'est important, mais c'est une communauté humaine ordonnée à un but économique, alors que manifestement l'ordre cistercien est une communauté humaine ordonnée à un but d'un autre ordre. Vincent Pinault, vous êtes aujourd'hui ingénieur, directeur d'une branche de production dans un grand groupe qui fabrique du papier. Vous avez une centaine de collaborateurs sous votre responsabilité et le groupe papetier dans lequel vous travaillez est leader mondial sur les papiers techniques. C'est une belle entreprise qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Arjo Biggins. Alors, étant jeune dans la carrière, à un stade où bien sûr vous apprenez à vous confronter à ces réalités difficiles et notamment à l'articulation entre l'exigence économique et votre ambition humaine que vous portez très clairement. Comment vous entendez les propos de vos aînés et comment ça vous semble être des choses qui peuvent éclairer ce que vous vivez? Pour avoir vécu les deux côtés, à la fois le côté siège et le côté terrain, il est vrai que ces deux mondes, parfois deux mondes, ont du mal à communiquer. Et j'aimerais rebondir sur le propos de Bertrand Collomb qui explique l'importance de ces visites sur le terrain, telles que le père de l'abbaye mère visite ses maisons-filles à minima une fois par an. Mais j'ai été surpris aussi de voir dans la charte de charité qui précise que si le père abbé est amené à les visiter plus d'une fois, l'ensemble des frères de la communauté y trouveront un surplus de joie. Alors je ne sais pas ensuite comment concrètement sur le terrain se traduit le surplus de joie, mais clairement cette alternance et cette capacité à communiquer entre le siège est clé. Et aujourd'hui, dans des organisations très complexes, on souffre d'un manque de communication entre le siège et les entités locales. Moi, j'ai un exemple très simple. Lorsqu'on met en place des achats centralisés, fréquemment, au niveau d'une entité délocalisée, ça va coûter plus cher, alors que pour l'ensemble du groupe, cela fait du sens de mettre en place de tels programmes pour dégager des économies. Donc tout de suite, va se poser la question, en fait, de la solidarité entre les entités. On n'est pas tout seul, on fait partie d'un groupe, on est solidaire, et cette solidarité dans l'entreprise, elle est avant tout matérielle. Et dans la charte de charité, moi j'étais heureux de voir que l'article numéro 1, c'est « l'Église mère ne réclamera de sa fille aucune contribution d'ordre matériel ». Pour un manager, c'est fantastique de ne pas avoir de contribution à donner à son groupe. Mais cette notion de solidarité, elle est clé. L'objectif de l'entreprise, c'est réallouer les ressources entre les entités. Et il faut que ce processus de réallocation ne soit pas perçu au niveau du local comme uniquement un impôt, mais une contribution à la construction d'un édifice global et à une participation à un projet de groupe. Et cette notion de projet de groupe est vraiment importante parce qu'elle justifie en lui-même le groupe, et sans projet de groupe, autant être indépendant dans son coin et construire, gagner en réactivité et construire son projet. Le père Armand, vous nous avez expliqué le projet cistercien, il était clair. Vous avez insisté aussi entre la dimension d'autonomie et communion. Et l'idée de communion, je crois l'étymologie de communion, c'est bien l'idée d'avoir une responsabilité commune et de participation solidaire à un même projet. Et ça, c'est clair. Et du coup, le projet d'entreprise est clé pour les entités délocalisées. Et derrière se pose très vite la question de la mise en œuvre de ce projet. Et les entités délocalisées sont en attente de valeur de la part du groupe. Le siège va descendre des batteries d'indicateurs
des règles, des organigrammes, c'est pas toujours suffisant pour mettre et heureusement, pour mettre le manager en position de décider. Il a une autonomie. Après, cette autonomie doit s'exprimer dans un cadre défini, dans un cadre de valeurs. Et aujourd'hui, il paraît important de réussir à diffuser au sein de l'entreprise un socle de valeurs partagées. Mon père nous avait parlé de la charte de charité, valeurs de charité, de correction fraternelle. Je ne sais pas au sein d'un conseil d'administration comment s'exprime la correction fraternelle, mais elle est clé. Et du coup, pour revenir, c'est vraiment cette attente de valeur de l'entité décentralisée vis-à-vis du siège, et du coup derrière, le rôle de l'exemplarité des managers et des dirigeants dans la mise en œuvre de ces valeurs sur le terrain. Et derrière, donc, ne pas évaluer uniquement ces managers sur le seul angle de l'efficacité économique, mais aussi sur la mise en œuvre de ces valeurs. Avant de passer la parole à Bertrand Collomb, que vous interpellez fort d'une certaine manière dans le dialogue entre l'entité locale et puis le groupe, quand vous avez utilisé le mot valeur, Vincent Pinault, est-ce que vous l'entendiez surtout, je veux en tant qu'entité décentralisée constater que le centre crée de la valeur, sous-entendue économique, pour moi, parce qu'il est important de voir que quand je rends de l'argent au centre, eh bien, j'en reçois des services, de la capacité de prospective, etc. Donc j'en attends plutôt de la valeur économique. Ou est-ce que vous utilisiez ce mot d'abord, au sens fort du mot valeur, j'attends du centre qui m'indique des valeurs fondatrices de l'entreprise, l'horizon de sens dans lequel l'entreprise a envie de se projeter, etc. C'est plus dans la deuxième optique. L'entreprise descend des règles précises, parfois de plus en plus contraignantes, des batteries d'indicateurs à respecter qui limitent l'autonomie du manager et parfois sa créativité. Mais ce cadre ne peut pas prétendre répondre à toutes les situations. Donc heureusement, le manager doit faire face à certaines situations où il peut décider seul. Et il doit se référer à un certain cadre de valeur vraiment au sens fort du groupe. Et c'est là où la culture d'entreprise devient critique. Bertrand Collomb, par rapport à cette question de culture d'entreprise. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que les managers et même les collaborateurs des unités locales, ils attendent de faire partie d'une œuvre collective et de ne pas être des pions qu'on utilise pour des objectifs qui ne seraient pas les leurs. Et que cette participation à l'œuvre collective, elle peut s'expliquer par des facteurs économiques, mais elle doit aussi être une adhésion à un projet d'entreprise, comme vous disiez, c'est-à-dire à une perspective d'entreprise avec des valeurs, voilà comment on fait dans cette entreprise, voilà pourquoi on le fait, voilà ce qui nous paraît important, etc. Et chez Lafarge, on a toujours énormément mis l'accent sur cet aspect de la culture d'entreprise. Je sais qu'en 2003, alors que pourtant la situation n'était pas si facile que ça, on avait une grosse acquisition qu'on avait un peu de mal à digérer, j'avais quand même lancé un projet important sur la redéfinition de l'entreprise dans les 20 ans qui viennent pour que la nouvelle génération de dirigeants qui allait arriver redéfinisse l'entreprise, ses valeurs, etc. Ça m'avait paru important. Alors même qu'il y avait en même temps des objectifs économiques significatifs. Alors, il y a un risque dans les grandes organisations internationales actuellement d'aliénation des gens des unités locales qui ne comprennent pas forcément pourquoi on a décidé ça. Donc il y a un besoin énorme de communication et de partage. Alors dans cette dimension de communication et de partage, à l'interface d'un risque d'aliénation qui est toujours possible à l'intérieur d'une entreprise dont l'objectif principal est créer de la valeur économique, Père Armand, vous qui avez une pratique aussi de la chose économique, puisque cela fait partie de votre compétence d'une certaine manière, même si c'est dans des structures qui ont une organisation un petit peu particulière, est-ce que vous y croyez au discours de l'entreprise sur ses valeurs fondatrices, sur
les valeurs de communion qui vont rassembler les salariés dans un même projet, ou bien vous regardez ceci soit avec un regard critique, soit avec un regard qui finalement va beaucoup dépendre de l'entreprise particulière. Comment vous vous sentez par rapport à ce discours-là? Non, j'y crois beaucoup et je communie à cette vision. À Scourmont ou à Chimay, nous avons une expérience un peu particulière. C'est un monastère où, après la dernière guerre, pour rebâtir notre économie et aider la région qui était très affectée par la guerre aussi, et une des parties les plus pauvres de la Belgique, on a mis sur pied plusieurs petites industries, des coopératives qui ont bien réussi. Et à un moment donné, on s'est aperçu, il y a